On va commencer par ce constat assez amer, il faut bien le dire. La Suisse a beau avoir ratifié il y a 23 ans déjà la Convention sur la diversité biologique, conclue à Rio en 92, sa biodiversité s'étiole. Sur les 45 000 espèces de plantes et d'animaux connues, un tiers est menacé. Des centaines ont déjà disparu, d'autres sont sous pression. Le degré de menace est d'autant plus élevé que l'aire occupée, la Suisse donc, est un territoire petit et morcelé. Alors sommes-nous condamnés à assister passivement à la disparition de ce qui constitue quand même les bases de notre existence? L'idée de conservation de cette biodiversité est-elle suffisante ou doit-on envisager l'intervention de l'homme pour favoriser la diversité? Notre invité ce matin est le professeur en biologie de la conservation à l'université de Berne, Raphaël Arletta. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être notre invité en direct de notre studio de Sion jusqu'à 8 heures pour parler biodiversité. Fabuleux sujet, je l'ai dit, 45 000 espèces de plantes et d'animaux connus sont menacées. Des centaines ont disparu. Il y en a d'autres qui sont sous très forte pression. Raphaël Arletta, est-ce qu'on peut parler de situations préoccupantes, voire inquiétantes ? Eh bien oui, comme vous l'avez dit, un tiers des espèces de plantes, d'animaux, de champignons et de micro-organismes sont actuellement en danger en Suisse. Et ceci résulte en fait de la dégradation de leurs habitats. On estime que sur les 235 types d'habitats que l'on recense en Suisse, 47% sont dans un degré de dégradation qui est avancé. Ça c'est l'homme, hein. C'est l'homme. C'est l'homme. Et essentiellement, c'est l'intensification de l'usage du sol qui en est la raison. L'intensification, par exemple, des pratiques agricoles, évidemment l'expansion des zones construites qui génèrent tout ce mitage du territoire. Oui, ces espèces disparaissent plus vite qu'avant. Est-ce qu'il y a une accélération du phénomène, Raphaël Arletta? Alors, il y a une accélération du phénomène à l'échelon international. Peut-être que par contre, comme on a atteint des niveaux très bas dans notre pays, on a plutôt une légère stabilisation, mais une stabilisation à un niveau très bas. Mais ce dont il faut se rendre compte, c'est que si l'on regarde le XXe siècle, depuis 1900, on a perdu 95% des prairies et pâturages secs, qui sont un des milieux qui offrent en fait le plus de palette d'habitat pour la biodiversité. On a perdu 70% de nos zones alluviales, essentiellement parce qu'on a canalisé nos rivières dans les zones de plaine. Et avec l'absence de dynamique fluviale, on perd toutes les espèces de plantes, d'animaux, de champignons, etc. qui y sont liées. Et par exemple, également, on a perdu 80% de nos zones humides. Donc la dégradation, elle a commencé il y a évidemment assez longtemps déjà. Mais j'allais dire, on a des lois, on a une constitution fédérale qui oblige notre pays à protéger les espèces animales et végétales menacées d'extension. On a la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage. Tout ça existe. Tout ça ne sert à rien, Raphaël Arletta? Tout ça sert à quelque chose, mais simplement, on est dans une situation où la pression de l'homme sur l'environnement est devenue tellement forte que cette biodiversité, elle cède partout. Et il faut qu'on revoie en fait les lois qui ont été érigées, par exemple, pour la protection de la forêt déjà au début du XXe siècle. Il faut qu'on les réadapte et qu'on les élargisse en fait aux vraies problématiques qu'on a actuellement. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans la loi? Alors, écoutez, la loi, c'est bien, mais après, il y a ce qu'on en fait. Et finalement, même avec les outils légaux qui existent actuellement, on pourrait déjà faire beaucoup. Le problème, c'est que pour ça, il faut avoir une vision de quel futur on veut. Et pour avoir cette vision, il faut déjà bien connaître les enjeux. Et on doit... Force est de constater que finalement, cette biodiversité, elle est mal prise en Suisse. Comme vous l'avez dit, c'est en 1992, à la conférence de Rio, que la Suisse a promis de faire un effort. Il lui a fallu 20 ans pour rédiger une stratégie de la biodiversité. Et on est un des derniers pays du monde qui a en fait réalisé ce qu'il avait promis. Mais comment on explique ça? Enfin, la Suisse, qui est un pays de nature par excellence, même s'il y a une forte densité en dehors des zones montagneuses, comment expliquer qu'on soit aussi lent? Eh bien, je veux dire, c'est évidemment en partie le processus démocratique qui fait qu'avec toutes les rondes de consultation en Suisse, évidemment, ça prend plus de temps que dans un État qui est plus autoritaire. Mais on peut aussi dire qu'il y a probablement en fait un manque de volonté de la part de nos dirigeants, ce qui est peut-être encore plus flagrant maintenant qu'on a un Parlement qui est un petit peu viré sur la droite, où effectivement les questions de biodiversité passent toujours en dernier, parce que tout est focalisé sur notre économie et le développement de nos moyens de production. Au fond, la vie de la nature concerne autant ceux qui votent à gauche que ceux qui votent à droite, non ?
Absolument. On voit très bien ce qui se passe en France actuellement avec Hulot. Ce clivage gauche-droite, en fait, il commence à être dépassé. Je dirais que finalement, en Suisse, les gens qui ont essayé de promouvoir la biodiversité sont essentiellement les Verts jusqu'ici. Les efforts qui ont été consentis à la gauche des Verts ou à la droite, finalement, ils ont été quasiment nuls, hein, il faut le reconnaître. Mais alors vous n'êtes pas un politique, vous êtes un scientifique. Vous avez l'impression de ne pas être entendu par les autorités fédérales ? Non, on a l'impression de ne pas être entendu. Vous voyez ce qui se passe avec le réchauffement climatique. Il a fallu 30 ans, en fait, à nos dirigeants pour prendre conscience qu'il y avait peut-être un problème. Et on n'est toujours pas en train de résoudre le problème. On vient de voter notre stratégie énergétique 2050. Et ça, vous applaudissez ça ou pas? Absolument. Il faut qu'on fasse un effort dans cette direction. Maintenant, le problème de la biodiversité, on peut dire qu'il est quasiment plus grave que le problème du réchauffement climatique. Mais pour une question d'information, pour une question de sous-éducation, et non seulement du grand public, mais également de nos dirigeants sur les questions en fait du fonctionnement de nos écosystèmes et de la nécessité de maintenir cette biodiversité pour la survie de l'espèce humaine et pour une économie qui soit durable, cette prise de conscience, malheureusement, elle n'est pas là actuellement. Et il faut qu'on fasse un effort dans cette direction. Mais ça, c'est très, très intéressant. Alors, vous dites qu'au fond, la perte de la biodiversité est plus grave que le réchauffement climatique. Alors, première question, qu'est-ce qu'on risque en premier lieu si l'on perd des espèces animales et végétales? Et puis, deuxième question, est-ce que l'un n'est pas lié à l'autre? Première question, qu'est-ce qu'on risque? Voilà, on a des espèces, un tiers qui sont menacées, des centaines qui ont disparu. Au fond, directement, là, les habitants du territoire suisse, qu'est-ce qu'on risque face à ça? Disons que l'homme, il est très anthropocentriste dans sa vision en fait de la biosphère et de notre environnement. C'est-à-dire qu'il se préoccupe surtout de ce qui va toucher directement notre vie et notre moyen de production. C'est pour ça que les Suisses ont été longtemps pionniers pour la protection de l'air, du sol et de l'eau. Mais par contre, on est très très en retrait. On est décrié à l'échelon international pour les efforts qu'on a fait pour la biodiversité. Et Dieu sait s'il y a des enjeux là derrière. Je vais prendre simplement un exemple. Vous savez qu'à l'échelon planétaire, on a une érosion actuellement de tout les pollinisateurs. Et les pollinisateurs, c'est essentiellement les insectes. Et ces insectes, ils sont touchés d'une part par les produits que l'on utilise évidemment dans l'agriculture pour faciliter la production, mais également par la disparition des milieux qui peuvent héberger ces pollinisateurs. Quand vous avez perdu 95% des prairies qui fournissent les fleurs, qui fournissent le nectar et le pollen à ces insectes, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'ils fleurissent partout et qu'ils assurent le rôle de pollinisateurs pour les cultures. Ça, c'est la faute aux paysans ou la faute à ceux qui ont trop étendu, trop mité le territoire, pour reprendre une expression d'aménagiste? C'est la faute de tout un chacun. Nous n'avons pas pris conscience, finalement, des impacts à long terme, directs et indirects, que la dégradation de la biodiversité pouvait entraîner. Et cette prise de conscience, il faut maintenant dans peut-être la foulée de la prise de conscience du réchauffement climatique, il faut qu'elle prenne son essor. Sinon, on va face à des catastrophes. Regardez encore une fois ce qui se passe avec les pollinisateurs. Quand dans la société, on parle des pollinisateurs, on parle que de l'abeille domestique. Mais excusez-moi, les pollinisateurs, c'est des centaines d'espèces en Suisse. C'est pas juste une espèce que l'homme a domestiquée qui est l'abeille. Tout le monde parle des ruches qu'on met dans les villes, etc. Mais c'est bien de mettre des ruches dans les villes, mais encore faut-il avoir des sources de nectar et de pollen pour ces animaux. Et pour ça, il faut avoir des fleurs et des fleurs indigènes qui poussent un peu partout dans nos zones industrielles, sur nos toits plats, dans nos jardins, etc. Et c'est là que l'effort est à faire. Alors ça, c'est très intéressant. Aussi, on y vient dans un instant. Juste un mot, parce que c'était la deuxième partie de ma question. Réchauffement climatique, perte de la biodiversité. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce que, dans la mesure où le climat se réchauffe, il y a aussi des espèces qui disparaissent? Raphaël Ermetta? Alors, absolument. C'est-à-dire que la nature essaye de s'adapter au réchauffement climatique. Il est très rapide, donc ça pose un énorme défi à cette biodiversité de s'y adapter. Mais ceci dit, finalement, le réchauffement climatique, c'est un phénomène qui est relativement récent. Tandis que l'emprise que l'on a sur la nature et l'impact que l'on a sur la biodiversité, c'est beaucoup plus vieux. En fait, il faut voir que déjà nos ancêtres, les premiers Homo sapiens, si vous voulez, qui ont émergé il y a 200 ou 400 000 ans à peu près, ont déjà très rapidement eu un impact. D'abord sur la grande faune, parce que c'était des chasseurs et ils ont décimé un peu partout, il faut le reconnaître, des tas d'espèces qui, en fait, étaient leur réservoir alimentaire. Et cette situation, elle ne fait que se dégrader parce que finalement, à partir de notre mode de chasseur-cueilleur, on est devenus des agriculteurs et on utilise pratiquement tout le territoire qui peut être géré actuellement pour la production agricole. N'oubliez pas que si l'on regarde la production primaire nette, c'est-à-dire tout ce que la photosynthèse
offre comme production végétale chaque année, l'homme utilise sur les terres continentales à peu près 50% de cette production de photosynthèse. Et à l'échelon de la planète, si l'on considère également les océans, c'est 25%. Et ces 50% de nos surfaces continentales qui sont utilisées uniquement pour la production humaine, elles sont plus disponibles simplement pour les autres espèces. Donc il ne faut pas s'étonner si elles se raréfient. Il y a une donnée de base qui est celle du territoire suisse, en l'occurrence, Raphaël Arletta, qui n'est pas extensible. Par contre, là, il y a toujours plus d'habitants en Suisse, on est plus de 8 millions, ça grandit assez vite, certains nous prédisent une Suisse à 10 millions. Est-ce qu'on pourra vraiment, avec cette population-là, imaginer rendre certains territoires à la biodiversité? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de fait là? Alors, il n'y a pas une contradiction de fait, mais évidemment, il y a ici des contraintes qui sont énormes. La contrainte démographique, c'en est une première. Et la démographie, ce n'est pas le problème de la Suisse. La démographie, c'est le problème du monde entier. N'oubliez pas qu'en 40 ans, on a multiplier la population mondiale par un facteur de 3. Évidemment, ça ne fait qu'augmenter la pression sur le milieu. Rajoutez à cela que la consommation par tête d'habitant, elle ne fait qu'augmenter. Maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que malgré cette démographie, qui, il faut le reconnaître, est galopante et qui en fait un défi colossal, comment est-ce qu'on arrive à réinsérer cette nature partout où l'on peut? Et il y a énormément de niches spatiales, je dirais, où on peut réinstaurer la biodiversité. Oui. Simplement, regardez déjà les jardins, les zones suburbaines ou les zones urbaines, comment elles sont gérées. Le jardin de Monsieur Tout-le-Monde, avec sa haie de tuya et son gazon ras, c'est l'antithèse de la biodiversité. Il faut que les gens prennent conscience que uniquement dans les zones suburbaines, on pourrait avoir une richesse, une palette d'espèces qui serait extraordinaire si tout le monde jouait le jeu. C'est un premier effort que tout le monde pourrait consentir. Mais pour ça, il faut une éducation. Il faut qu'on comprenne la nature, qu'on voie ce qu'elle est, qu'on voie l'infinité des palettes qu'elle offre. Et si on se met à gérer, par exemple, nos jardins d'une manière un petit peu plus durable... Fini la haie de tuya. Alors la haie de tuya, tous les dimanches, ouais. Écoute, mais absolument. Quand j'ai emménagé dans ma maison, il y avait une haie de tuya qui devait faire 80 mètres autour. Je l'ai progressivement remplacée par une haie diversifiée. Il y a probablement 25 espèces indigènes qui vivent. Et venez observer chez moi tout ce qui vient dans mon jardin. C'est absolument hallucinant. Et si tout le monde jouait ce jeu-là, on aurait un plaisir de vivre qui serait nettement accru. Alors il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui doivent avoir une très belle haie de tuya à la maison et qui doivent se gratter la tête en se disant peut-être que je vais changer. Absolument. Et qu'ils m'appellent et je leur dirai comment faire. Et il y a d'autres organismes qui peuvent les inciter à faire le pas. Ouais. Et ça vaut vraiment la peine, je vous jure. Vous vous rendez compte que vous allez avoir beaucoup d'appels, Raphaël Arletta, hein, mais bon, voilà. Oui, alors... il va falloir assumer là derrière. J'assume. En fait, ce que vous nous dites ce matin, et pour poursuivre la réflexion, c'est qu'il faut être proactif. Et ce qu'on a défini depuis des dizaines d'années, ce sont des zones de protection de la nature, des parcs, il y a un parc national, il y a des parcs régionaux, etc. Tout ça est une approche assez conservatrice de la nature. Vous vous dites il faut prendre l'initiative maintenant de remettre la nature là où elle n'est pas, fini la haie de tuya, des zones suburbaines, des zones urbaines, je ne sais pas, des façades végétalisées, des jardins suspendus. Le conservatisme en la matière ne suffit plus, les aires de protection ne suffisent plus. Mais absolument, je veux dire, on a pendant longtemps focalisé la protection de la nature, de la biodiversité sur ce que l'on a hérité du passé et qui avait une haute valeur au niveau du nombre d'espèces ou de la qualité des espèces qu'on y rencontre. Ça a créé tout un système de réseaux de réserves qui sont par ailleurs pas très bien connectés entre eux. Et la stratégie biodiversité suisse, en fait, elle va viser à mieux connecter ces éléments dans une phase seconde qui courra de 2020 à 2050 dans les grandes lignes. Mais on peut plus se contenter simplement de mettre la nature dans des boîtes de conserve. Moi, je suis professeur de biologie de la conservation, mais je rajoute et d'écologie de la restauration derrière le titre de ma chaire. Tout simplement parce qu'il nous faut maintenant concevoir des écosystèmes multifonctionnels qui permettent à la nature de retrouver ses droits partout où elle le pourrait. Et ceci, c'est pas simplement pour permettre à tous ces services écosystémiques comme la pollinisation d'être restaurés, c'est également pour que notre dimension spirituelle soit développée et que notre relation à la nature soit une fois pour toutes rééquilibrée. Et ça, c'est un enjeu qui est colossal. Mais on va y arriver.
Si vous le dites, on aimerait vous croire. On parle souvent des grands prédateurs quand on parle de biodiversité. La question du loup, du lynx, de l'ours brun et du défi que tous ces grands prédateurs représentent. Est-ce qu'elle est emblématique du rapport ambigu qu'on a à la nature et à sa protection, là, cette question-là? Alors absolument. Déjà, je trouve carrément incroyable que notre Parlement, finalement, il revienne tout le temps sur le sujet de 30 loups qui tuent 300 moutons par année en moyenne dans le pays et qu'en fait, on n'entend pratiquement jamais parler au sein du Parlement des autres enjeux biodiversitaires qui sont nettement plus important. Et oui, effectivement, il faut absolument que l'on considère ces super prédateurs qui nous reviennent, le lynx, le loup ou bien l'aigle royal, comme étant des emblèmes de cette nature sauvage. Il faut savoir ce qu'on veut, comment est-ce qu'on conçoit la nature et comment est-ce qu'on la veut. Est-ce qu'on veut une nature qui est purement sous contrôle humain, où les choses sont vouées à une forme d'exploitation, si vous voulez? Cette serait une nature un peu terne et monotone. Je pense qu'on s'en lasserait assez rapidement. Ou est-ce que veut une nature, en fait, qui s'exprime un peu spontanément et qui est riche de surprises et d'émerveillements? Si je suis éleveur de moutons, je vous écoute et je ne suis pas totalement convaincu. Non, mais je pense que l'éleveur de moutons, il peut très bien réaliser qu'en moyenne, il peut perdre quelques moutons par année sans que ça soit dramatique et qu'il peut jouer le jeu avec le tourisme, avec les usagers de la nature qui n'exploitent pas directement les surfaces qu'il gère pour avoir cet équilibre qu'on cherche et qu'on doit trouver dans toutes les sphères de la société et tous les milieux qui nous côtoient. Juste un mot avant d'aborder les sujets de presse, Raphaël Arletta. Il y a le débat évidemment des grands prédateurs qui est particulièrement fort en Valais, où le PDC du Haut-du-Canton vient de faire aboutir une initiative qui demande l'éradication pure et simple des grands prédateurs. Vous avez vu ça? Est-ce que ça vous effraie ou est-ce que vous vous dites au fond, bon, c'est pas mal parce qu'au moins le débat peut avoir lieu? Alors oui, j'ai écrit une colonne dans Le Temps là-dessus. En fait, finalement, ça permettra surtout à la population valaisanne de se prononcer démocratiquement sur un enjeu. Mais maintenant, il faut voir déjà si cette proposition de changement de loi, elle est compatible avec la législation en vigueur. J'ai quelques doutes, quoi. La Suisse et le Valais n'est pas totalement isolé dans la Suisse. Et, la Suisse n'est pas complètement isolée dans le système européen et dans le système international. Pas complètement. Donc, il faut quand même s'assurer que le droit en vigueur soit respecté par ce genre d'initiative.